On t'accueille aujourd'hui pour une petite heure pour discuter du rôle des réseaux sociaux, du poids d'Elon Musk dans la campagne aux États-Unis, de l'élection de Donald Trump évidemment. Comment tu te sens là? Ça fait quoi? Ça fait une demi-journée qu'on a les résultats. Est-ce que tu as un petit peu pu dormir? Finalement, je me dis que j'aurais pu veiller jusqu'à ce qu'on ait les résultats quasi définitifs parce que, comme beaucoup de gens, je suis pas particulièrement surpris de la victoire de Trump, mais comme beaucoup de gens, je pensais que ce serait plus long et plus serré. Peut-être que c'est aussi un effet cognitif parce qu'on a vu pendant des semaines Trump et ses soutiens, au premier rang desquels Elon Musk, qui ont mis en scène, posé tous les jalons pour la contestation du résultat. Et hier soir, on voyait déjà Trump qui commençait à publier les messages habituels de soupçons de fraude dans tel ou tel endroit, avec les officiels qui réagissaient en disant qu'évidemment tout ça reposait sur du vent et qu'on attendait encore les preuves de ce qu'il avançait. Mais on ne pensait pas que ce serait aussi rapide. En 2020, il avait quand même fallu attendre de mémoire la fin de la semaine, le samedi, je crois, pour avoir les résultats un peu consolidés. Et là, aujourd'hui, avant midi, en fait, tout était déjà plié, ce qui, du coup, nous amène à peut-être nous poser certaines questions qu'on pouvait se poser un peu plus vite que prévu, quoi. Mais justement, là-dessus, tu le disais, pas grand monde s'attendait à une victoire finalement assez large de Donald Trump. Les sondages, les experts, les médias aux États-Unis, tout le monde prévoyait, tu le disais, des résultats extrêmement serrés, voire une très légère avance de Kamala Harris. Les derniers sondages, quelques heures avant les résultats, la donnaient encore très 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 légèrement devant. Est-ce que tu penses que les sondages, les experts, les médias, est-ce qu'ils ont pu sous-estimer l'influence des réseaux sociaux, l'influence de Elon Musk? Est-ce que tu penses que c'est ça qui a pu pêcher dans la prévision des résultats? Non, je pense qu'il y a évidemment plein de facteurs qui expliquent la défaite de Kamala Harris, certains qui sont déjà avancés, puis d'autres qui seront évoqués dans les semaines et les mois qui viennent. Ce que je retiens par contre, c'est que ça fait 3 fois de suite que les sondages sous-estiment le vote Trump. Donc, soit il y a un problème de méthodologie, soit il y a un problème vis-à-vis du panel, c'est-à-dire quand on interroge les gens, soit ils cachent le vote, soit le vote se décide vraiment dans la dernière ligne droite. Mais de toute évidence, le vote Trump est assez réfractaire à la science, je mets de grosses guillemets, sondagière. C'est difficile aujourd'hui, et ce sera difficile demain aussi, d'ailleurs en vérité, d'estimer le poids réel qu'aura eu le ralliement de Musk. Et quand je dis le ralliement, c'est aussi bien la contribution financière conséquente que la mise à disposition de toute son architecture médiatique, donc au premier rang évidemment desquels X, ex-Twitter, mais c'est extrêmement difficile à mesurer de la même manière que en d'autres temps, d'autres lieux. Si je prends l'élection de 2016 par exemple, quand il y avait eu ce soupçon d'ingérence russe, l'affaire Cambridge Analytica, quand même une tâche comme ça qui enveloppait la victoire de Trump, où il y avait un soupçon, d'ailleurs ça a été utilisé pendant des années, même encore aujourd'hui, par le Parti démocrate pour expliquer que, en fait, si Trump a gagné, c'est parce qu'on l'a aidé à gagner. Aujourd'hui, c'est très difficile d'estimer l'impact réel, quantifiable, qu'a eu l'affaire Cambridge Analytica, par exemple, dans l'élection de Donald Trump. On peut imaginer que ça a joué un rôle. Quel rôle et quelle est la part de ce rôle, c'est extrêmement difficile. Par contre, on peut analyser le modèle, la structure, et là, on peut le faire un peu de la même façon avec la mise à disposition, encore une fois, assez spectaculaire de tout l'empire entrepreneurial de Musk au service unique de la candidature de Trump. Tu parlais justement des ingérences russes. Il me semble que dès lundi soir, il me semble avoir vu une dépêche AFP qui disait que le FBI, notamment, il y avait, il me semble, d'autres instances qui menaient l'enquête et qui alertaient sur ces fameuses ingérences russes sur Twitter, en montrant par exemple des vidéos, des fake vidéos, avec des électeurs de Trump qui n'arrivaient pas à cliquer sur le vote Trump, le logiciel les forçait à cliquer sur le vote de Kamala Harris. On a vu d'autres choses avec des gens qui votaient plusieurs fois avec différents passeports. Est-ce que tout ce genre de choses, comment dire, est-ce que ça a pu avoir un impact? Est-ce que est-ce que cette ingérence russe, c'est comme ça qu'on la voit? Alors, effectivement, le FBI, notamment, et les services de renseignement, depuis plusieurs semaines, ont été assez proactifs, on va dire, dans leur communication, en expliquant qu'il y avait des vidéos qui tournaient, qui usurpaient, pour certaines d'ailleurs, l'identité des agences fédérales qui alertaient sur la menace. Je crois qu'il y a des alertes à la bombe aussi dans des bureaux de vote en Géorgie où
où il y a un très fort soupçon d'implication russe. Ce qui est intéressant de relever, c'est que les ingérences russes cette année, mais bon, ça fait déjà quelques temps que ça dure, se concentrent beaucoup sur la remise en question justement de l'intégrité et de la sincérité du scrutin. On voit bien l'enjeu, c'est attiser la défiance envers les institutions, faire planer le spectre de la fraude sur le scrutin présidentiel américain. Il y a un peu juste à se pencher pour souffler sur les braises, parce que on est quand même aujourd'hui en 2024 avec un Donald Trump qui explique qu'il n'aurait jamais dû quitter la Maison-Blanche en 2020 et qui finalement, même encore aujourd'hui, ne reconnaît pas qu'il a perdu cette élection-là. Donc il y a un phénomène d'amplification, mais autant il y a 8 ans, lors de la première élection avec Trump, il pouvait y avoir une tendance à surreprésenter, à surestimer ou à surdéterminer plutôt l'ingérence étrangère, et russe en l'occurrence. Aujourd'hui, on voit que cette ingérence, ces manœuvres d'ingérence qui sont réelles, il ne s'agit pas de les nier, mais ne viennent finalement qu'en appui de phénomènes et de dynamiques qui sont déjà très très profondément à l'œuvre dans la sphère informationnelle 100% américaine, et en l'occurrence, Musk a été un super propagateur de ces récits-là pendant la campagne. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une théorie du complot qui passait, il l'attrapait par le col, il l'a relayée, il disait très intéressant, oh là là, vous devriez regarder par là, etc., etc. Et tout ça fait évidemment monter une petite musique sur laquelle des acteurs étrangers vont être tentés de rajouter un petit bidon de propane, mais sur un incendie déjà quand même assez conséquent. On va regarder, on a retrouvé des screens de Twitter de lundi soir et dans la nuit. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait voir sur Twitter. Donc c'était pas du tout uniquement pour les Trumpistes convaincus, c'était accessible à tout le monde, donc dans la barre de recherche vraiment généraliste, quoi, où on voit donc des pubs pour Trump. Et en fait, pour masquer ce truc-là, c'était hyper dur. En fait, une fois qu'on le masquait, ça revenait à un moment ou à un autre sur notre fil Twitter. C'est comme, je sais pas si vous avez fait l'expérience sur Twitter, mais vous savez, vous avez 2 onglets. Il y a les abonnements, c'est-à-dire les gens qu'on suit, et puis il y a l'onglet pour vous. Et pour vous, c'est la recommandation algorithmique. Et maintenant, quand vous allez sur Twitter, sur X, constamment, ça vous ramène sur l'onglet de la recommandation algorithmique. Et cet onglet de recommandation algorithmique, c'est une fausse apura, en vérité. C'est-à-dire que ça fait des mois et des mois. Et d'ailleurs, il y a des médias américains qui ont fait le test, qui ont monté des comptes tout à fait vierges d'affinité politique, qui étaient intéressés par le sport, l'artisanat, enfin des choses très éloignées a priori de la campagne, et qui se rendaient compte que en un laps de temps très très court, en fait, ils étaient bombardés de contenus qui étaient des contenus assurément Trumpistes. Il y a quand même une ironie qu'on ne peut pas s'empêcher de souligner par rapport à ça. C'est que Musk, quand il a racheté Twitter, s'est présenté comme le chantre de la liberté d'expression. L'un de ses faits d'armes quand il est arrivé, c'est d'avoir publié ces fameux Twitter Files où il révélait, d'ailleurs ça posait des questions sur la politique de modération de Twitter ancienne génération, l'ancienne gouvernance. Et donc il a vendu la promesse qu'avec lui ça se passerait pas comme ça. Or aujourd'hui, la réalité, et après avoir comme beaucoup de voix conservatrices, accusé les grandes plateformes de favoriser les voix progressistes, d'invisibiliser les voix conservatrices, etc., etc. Aujourd'hui, en assumant de la manière la plus éclatante et décomplexée qui soit, de rallier un candidat, et en ralliant ce candidat, de mettre en avant la propagande électorale de ce même candidat, parce que là aussi les volumes qu'on a pu voir, c'est-à-dire le nombre de messages, plutôt le nombre de fois où les messages d'Elon Musk ont pu être vus, partagés, etc. pendant la campagne, ça se chiffre en milliards de vues. Bon, alors après, encore une fois, des milliards de vues, ça fait combien de millions de voix? Je serais bien en peine de le dire, mais il y a eu une stratégie de pilonnage informationnel qui visait, encore une fois, vraiment à mettre la plateforme entièrement au service de la candidature de Trump. On parle là donc surtout de X et de Twitter, donc on va dire de l'architecture des médias dont dispose Elon Musk. Il y a aussi un soutien financier extrêmement important.
On va regarder une autre vidéo. To be awarding $1 million randomly to people who have signed the petition every day from now until the election. One of the challenges we're having is like, well, how do we get people to know about this petition? Because the legacy media won't report on it. Tonight's person is John Dreyer. Thank you. Voilà, bravo à ce fameux John pour avoir gagné 1 million d'euros. On parlera un peu plus tard des legacy médias, de ce que ça veut dire comme expression. Alors depuis cette vidéo, en fait, il y a eu pas mal de rebondissements dans cette affaire. Il y a eu d'abord des procédures judiciaires, en Pennsylvanie notamment, pour savoir si c'était légal ou pas de lancer cette loterie. On a aussi appris qu'en fait, les heureux gagnants et gagnantes n'étaient pas du tout choisis aléatoirement, mais bien choisis délibérément en fonction de ce qu'ils représentaient, etc., pour en fait devenir des porte-parole. En France, ça nous paraît un peu... on se demande comment c'est possible que ce soit légal d'organiser une pétition. Donc, pour rappel, la pétition, c'était en faveur du port d'armes et de la liberté d'expression. Je crois que c'est comme ça qu'ils la vendaient. Et donc, pour pouvoir gagner 5 millions d'euros, il fallait avoir voté il fallait avoir signé cette pétition et être inscrit sur les listes électorales. Est-ce que en France, on n'imaginerait pas ça? Qu'est-ce que ça dit de l'implication, notamment financière, de Musk dans la campagne de Trump? Alors, je pense que ce serait effectivement très difficile, voire impossible en France. On n'a pas non plus le niveau de financiarisation des campagnes politiques américaines, où c'est une tendance très nette, où les campagnes coûtent de plus en plus cher, du coup mobilisent des sommes de plus en plus importantes. Alors, l'avenir dira s'il y a matière à porter l'affaire peut-être devant les tribunaux, parce qu'il est interdit, même aux États-Unis, d'acheter des votes. Alors, il a un peu essayé de contourner la difficulté. Du coup, c'est pour la pétition, c'est pas pour voter Trump. Mais bon, on sent que tout ça est quand même assez acrobatique, cosmétique, etc. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il a quand même donné, du coup, $1 million par jour pour faire gagner Trump, rien qu'avec ce volume-là. Juste avec l'argent qu'il a distribué comme ça de manière très inconséquente presque. C'est-à-dire, il a filé ça comme on nous donnerait un pourboire avec son café. Rien que cette somme-là est plus importante que la somme qu'a investi par exemple un Peter Thiel, qui est l'un des grands argentiers conservateurs de la Silicon Valley, pour aider à l'élection d'un certain J.D. Vance quand il a été élu gouverneur de l'Ohio. Donc J.D. Vance qui est ensuite devenu le colistier de Trump. Et à l'époque, on se disait déjà que l'argent investi par Peter Thiel, il y avait notamment, il avait financé plusieurs campagnes de candidats conservateurs, mais celle où il avait vraiment mis un peu plus d'argent, d'énergie, et parce qu'il y croyait un peu plus, c'était J.D. Vance et un autre candidat qui n'a pas gagné, lui, qui s'appelle Blake Masters en Arizona. Et voilà, on voyait aussi d'ailleurs là-dedans l'idée de pousser le produit manufacturé, si j'ose dire, de J.D. Vance. Là, du coup, on voit... Donc il y a cet argent qui a été distribué, puis il y a tout l'argent qui a été levé à travers le fameux Super PAC, comité d'action politique qu'il a monté en faveur de Trump. On est sur des volumes dont on n'a peut-être pas d'ailleurs le montant aujourd'hui tout à fait consolidé, parce qu'on entend $200 millions, il y a des gens qui montent jusqu'à 500 millions. Voilà, on ne sait pas encore exactement combien Trump a donné combien Musk a donné à la campagne de Trump, mais c'est une somme absolument considérable. Et il y a aussi un vrai changement de paradigme, si j'ose dire, parce que avant, en fait, il y avait une situation dans laquelle que les milliardaires financent la vie politique américaine, ça c'est pas nouveau du tout. Ça existe depuis très longtemps. C'est quand même le pays qui a un peu inventé le philanthro-capitalisme, etc. Donc voilà, ça se fait d'assez longue date. Mais ce que faisaient les milliardaires jusqu'à présent, y compris les milliardaires de la Silicon Valley, dans la catégorie dans laquelle on pourrait faire rentrer Elon Musk, c'était de faire des dons bipartisans, c'est-à-dire de donner des deux côtés du manche, en se disant qu'il ne fallait s'aliéner personne et que stratégiquement, voilà, on ménage les susceptibilités des uns des autres. Alors après, il pouvait avoir des convictions personnelles, mais l'argent qui était donné était assez équitablement réparti. Là, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on a un milliardaire qui investit autant, donne autant de sa personne. Et d'ailleurs, il faut se souvenir de cette séquence assez surréaliste où on le voit, il est invité chez Tucker Carlson. Tucker Carlson, ancienne star de Fox News, devenu maintenant animateur sur
un créneau directement sur X qui invite Elon Musk. On est à la maison, hein, tout le monde est dans ses petits souliers. Et Musk explique que si Trump perd, il est foutu. Il me dit « I'm fucked ». Ils éclatent de rire tous les deux. Alors en plus, Carlson a un rire absolument terrifiant, on dirait. Rire de méchant. Il y a vraiment un rire de méchant dans un mauvais film en plus. Et les deux se mettent à rire un peu nerveusement, mais on voit aussi dans un moment comme ça l'investissement quasi irrationnel de Musk dans la campagne de Trump. Alors je dis irrationnel, qui n'est pas si irrationnel que ça, parce que là, Musk il est ravi. C'est-à-dire que le pari politique qu'il a fait est quelque part déjà gagnant. L'action de Tesla s'était envolée ce matin. Il a peut-être sécurisé des contrats publics pour les 4 prochaines années. Voilà, pour l'instant, c'est le coup de poker à payer. Et je pense que c'était l'un des objectifs de la manœuvre. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à cet intérêt un peu à courte vue, on va dire. On reviendra un petit peu sur la potentielle carrière politique d'Elon Musk. Avant, je voudrais juste revenir sur un truc. On t'a parlé du fameux PAC, de America PAC. Donc, c'est en fait des comités organisés et financés par Elon Musk qui vont faire du porte-à-porte, on peut dire ça, pour soutenir. Donc, en fait, c'est quand même un lien extrêmement direct. C'est pas juste on donne de l'argent à la campagne et après ils en font ce qu'ils veulent. C'est Elon Musk qui a contribué à organiser la campagne très très sur le terrain, quoi. Et c'est important de le rappeler parce que alors le fonctionnement des PAC, donc pour Political Action Committees, donc c'est voilà des comités d'action politique qui servent à financer les campagnes, qui peuvent être dans tout un tas de champs. Ça peut être monté un peu par n'importe qui, je sais pas, le PAC des vétérans pour tel ou tel candidat, machin. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ce qui lie encore un peu plus Musk et Trump, c'est que l'équipe de campagne de Trump lui a délégué une partie de la stratégie qui est vraiment, pour le coup, la stratégie politique de la campagne, et donc notamment la stratégie de porte-à-porte qui consiste à aller récupérer des données, convaincre des électeurs, etc., etc. Alors, stratégie de porte-à-porte qui en plus visiblement est quand même entachée d'un certain nombre de soupçons, on va dire, où il y a des gens qui expliquent qu'on les a foutus à l'arrière d'une camionnette et puis ensuite on les a obligés à tenir des quotas s'ils voulaient être payés. Donc il y a un vrai soupçon de manipulation, on va dire, des résultats, et qu'en fait cette stratégie de porte-à-porte n'a pas été menée dans les conditions dans lesquelles elle aurait dû être menée. Mais en tout cas, ce que ça montre, c'est que on est face à Musk qui est un véritable agent politique ou directeur de campagne bis. Enfin, c'est un rôle assez hybride, quoi. C'est à mi-chemin entre le généreux mécène, le directeur de campagne, le milliardaire philanthrope. Enfin, il y a vraiment un peu tout ça qui se percute. Et encore une fois, ça c'est assez inédit. Et ce n'est peut-être qu'un début, parce que Musk a annoncé hier soir que ce financement de la vie politique américaine n'était qu'un début et qu'il financerait dans les années à venir. Donc notamment, il parlait des prochaines échéances électorales au Sénat et à la Chambre. On sait qu'il y aura aussi des enjeux sur la Cour suprême, etc. Il a annoncé son intention de continuer à abonder généreusement et donc de continuer à peser dans cette vie politique. Ça fait quelques mois que Donald Trump et Elon Musk ont un petit peu mis en scène leur rapprochement et leur alliance. Dans son discours de félicitations de campagne, on va dire, de Donald Trump, il passe un long moment à remercier, à encenser Elon Musk. Je te propose qu'on regarde un petit extrait, une vidéo de France Info. Une nouvelle star. C'est un gars exceptionnel. On s'est retrouvés ce soir avec Elon. On a passé quelques semaines en Philadelphie, Pennsylvanie. On a battu le pavé ensemble, on a fait campagne. C'était vraiment exceptionnel. Il y a cette fusée qui s'est malheureusement écrasée. Il nous a dit c'est une question de peinture qui ne peut pas résister à la chaleur. Mais cette fusée finalement ne s'est pas écrasée. Et d'ailleurs, sur les photos, elle a l'air d'être petite, mais cette fusée est vraiment immense. Et cette fusée, elle redescendait. On voyait que c'était une boule de feu. Et moi, je me suis dit, il n'y a que Elon qui peut faire ça. Ce vaisseau spatial
avait l'air de s'écraser. Il y avait du feu qui sortait de son côté gauche et il descendait vraiment tellement rapidement. C'est un peu comme les enfants que l'on chérit la nuit, on tient son petit bébé dans ses bras et moi j'ai dit à Elon, c'est toi? C'était toi qui as fait ça? Il m'a dit oui. Et j'ai dit, qui d'autre peut le faire? Est-ce que la Russie, la Chine, est-ce qu'ils en sont capables? Non. Est-ce que les États-Unis le peuvent faire? Non. C'est seulement Elon. Et voilà pourquoi on t'aime. C'est vraiment un génie. Il faut protéger ces génies-là, on n'en a pas tant que ça. Il faut protéger ces génies-là. Bon, alors il y a pas mal de trucs à dire sur cette vidéo, notamment ce focus qu'il fait sur la fusée. On a un peu du mal à comprendre. Bon, bref. Mais il y a un autre truc qui est intéressant, c'est cette figure du génie. Elle est récurrente depuis très longtemps. Alors aux États-Unis, mais en France aussi, les médias ont longtemps qualifié Elon Musk d'un génie incompris, d'un entrepreneur ambitieux, voilà, en mettant un peu de côté le côté politique, en fait. C'est quelqu'un d'extrême droite. Oui, mais alors il y a plusieurs choses par rapport à ça. La première chose, c'est qu'effectivement le culte du génie aux États-Unis, pays de self-made men, bon, évidemment ça trouve une résonance particulière. Les génies dans la Silicon Valley, c'est aussi une mythologie très très forte, hein. C'est un peu le syndrome Steve Jobs, on va dire. Et donc forcément, Musk rentre complètement dans cette catégorie. En plus, Musk, il s'est positionné vraiment sur les innovations de rupture, donc les fusées, la voiture électrique, etc., avec un sens de la mise en scène réel, hein, ça, personne ne peut lui retirer ça. Et donc, il y avait déjà cette petite musique. Je pense que pendant des années, on a un peu été... Enfin, je dis les médias, hein, d'une manière générale, ont été un peu hypnotisés par le côté génie un peu fou du personnage. Parce qu'on s'attardait beaucoup à sa gestuelle, à sa façon de parler. Oui, parce qu'en plus, alors c'est un trait qu'il partage avec Trump, où ils ont cette espèce de scansion très étrange. Et c'est assez pénible de les écouter parler, les deux. Hein. C'est un enfer d'ailleurs pour les... Sur le fond, sur la forme. Pour les gens qui doivent les traduire, on l'entend bien. Hein, là, c'est hyper délicat de réussir à rattraper la pensée. On se dit, mais oui, il est parti dans un tunnel, là, je comprends rien à ce qu'il veut raconter. Il se retrouve un peu là-dessus. Et je pense que ça a peut-être anesthésié la perception du Musk politique, mais alors la perception du Musk politique qui est aussi une sorte de révélation assez récente, hein. C'est-à-dire que jusqu'au Covid à peu près, je dirais, Musk était... à rire, on pouvait l'accuser plutôt de faire du greenwashing, de se positionner comme je suis l'entrepreneur du futur, je vais tapisser le monde de panneaux solaires, la voiture électrique, etc., et on pouvait peut-être douter de la sincérité de la démarche. Bon, j'étais pas le seul, mais voilà, on était un peu là-dessus. C'était quelqu'un qui avait voté Hillary Clinton en 2016, qui a voté, dit-il, Biden en 2020. Et puis il y a eu le Covid. Je pense que le Covid a joué quand même un rôle dans l'espèce d'épiphanie politique réactionnaire de Musk. En tout cas, c'est à partir de ce moment-là qu'on a senti vraiment quelque chose qui pivotait, où il y a eu un repli sur la liberté. Vraiment la liberté au sens très américain du terme, la liberté individuelle qui doit prévaloir sur tout le reste. Libertarien. Ouais, alors ce qu'on entend, nous, habituellement sous la terminologie libertarien, donc... Que l'État enlève ses grosses papates et nous laisse vivre notre vie d'entrepreneur telle qu'on l'entend, donc avec cette hostilité vis-à-vis de la régulation, etc. Et c'est aussi le moment où il a commencé à développer ce qu'il a d'abord mené avant d'aller chez Trump, chez Ron DeSantis, hein, qu'il a été un fervent soutien. Ron DeSantis, on rappelle, c'était donc le gouverneur de Floride, qui a été assez éphémère parce que la primaire républicaine n'a pas duré très longtemps. Nikki Haley et lui se sont un peu fait laminer par Trump. Et Ron DeSantis, en Floride, il a construit son capital politique sur sa croisade contre le wokisme, qui était notamment incarné par la présence de Disney en Floride. Et Musk était particulièrement réceptif à ça, c'est-à-dire qu'il parle du virus woke, c'est un peu son obsession, son angoisse civilisationnelle, on va dire, qui se matérialise de cette manière-là.
Et je pense que ça a été un élément assez crucial dans sa radicalisation. Alors je dis sa radicalisation, peut-être que ça a toujours été là, hein, parce qu'on a découvert notamment que son financement de causes conservatrices ne date pas de cette campagne-là, mais qu'en fait ça fait déjà quelques années. Et on est à peu près dans cette période-là, c'est-à-dire que c'est à partir de 2020, on va dire que les choses ont commencé à virer à l'aigre. Je pense qu'il y a eu aussi toutes les tentatives de régulation de l'administration Biden, qu'il a vu ça d'un très très mauvais œil, de voilà, laissez-moi faire mon business en paix, et donc une logique du portefeuille et de ses propres intérêts qui l'a mené comme ça, l'a guidé vers Trump. Voilà, la rencontre s'est faite un peu de cette manière-là, mais pour revenir sur la question du génie qu'on évoquait, c'est vrai que ça agit encore, y compris auprès d'un certain nombre de ses soutiens et de soutiens de Trump, comme un élément de mobilisation très très fort. C'est-à-dire, et d'ailleurs, ils partagent tous les deux un trait qui les amène d'ailleurs vers une pensée qui est aussi une pensée très réactionnaire, où ils sont très obsédés par l'intelligence, le QI, les bons gènes. Combien de fois on a entendu pendant la campagne nous expliquer que Kamala Harris, elle n'était pas apte à diriger le pays parce qu'elle avait un QI trop faible. En plus, on voit bien tout le sous-entendu raciste qu'il y a derrière ça, sexiste aussi, parce que c'est une femme de couleur. Attendez les gars, faut pas déconner. Vous pensez quand même pas sérieusement qu'elle peut être présidente des États-Unis. Et donc quand Trump loue comme ça le génie de Musk, où d'ailleurs il y a un truc très cocardier, il faut protéger les génies américains, les garder par devers nous, parce que c'est un enjeu diplomatique, géopolitique, économique. Bon, après, n'importe quel chef d'État pourrait tenir cette posture-là, mais il y a aussi cette idée que Musk serait l'incarnation du mal alpha. Et je dis le mal alpha à dessein, parce qu'on voit bien que la catégorie de population à laquelle s'adresse de manière très appuyée Trump et Musk, et ils ont tous les codes de la communication pour adresser ce public-là, c'est les hommes aux États-Unis qui ont l'impression de vivre une forme de déclassement, d'être menacés par le progressisme, etc., etc. Et une partie des incels, finalement, de ce qu'on appelle les incels. Oui, tous les gens qui se sentent en insécurité culturelle, en fait. Et d'ailleurs, quand on regarde, je voyais les premières projections, alors tout ça sera peut-être à affiner avec le temps, mais je voyais les catégories de population qui ont majoritairement voté pour Trump, et on retrouve les hommes entre 45 et 60 ans, ce qui correspond très exactement au cœur de cible de Musk et de Trump. Alors, c'est évidemment pas les seules catégories de population auxquelles il s'adresse. On voit d'ailleurs qu'il y a tout un tas de catégories de population où c'est assez contre-intuitif d'imaginer qu'ils ont voté pour Trump, et pourtant ils ont voté pour lui. Dans le vocabulaire qui est mobilisé, les références qui sont mobilisées, le discours, on va dire la rhétorique de manière générale, il y a un appel du pied vers un truc qui est très viriliste. Enfin, on a quand même Trump nous dit encore aujourd'hui que l'assaut mené sur le Capitole le 6 janvier 2021 était un moment d'amour. C'est-à-dire que pour dire ça, c'est quand même exalter quelque part une forme de violence. Puis on se rappelle d'une séquence très récente où il mimait une fellation face à un micro qui ne fonctionnait pas. Ça s'adresse pareil. Il y a un public extrêmement masculiniste qui répond et qui est très friand de ce genre de code. Il y a toute une dimension de ce qu'on appelle le dog whistling, donc vraiment de signes un peu subliminaux, de petits clins d'œil où on parle à un certain public, mais c'est le public pour qui le fait que Trump ait été condamné par la justice, c'est presque un atout supplémentaire pour voter pour lui, parce que ça veut dire qu'il est persécuté par le système. Ça le renforce dans sa position de candidat anti-système. Et Musk joue aussi beaucoup cette partition de l'outsider. C'est je suis ce génie, mais ce génie qu'on a essayé d'entraver. Il rappelle à longueur de temps que quand l'administration Biden faisait ses grands raouts sur la voiture électrique à la Maison-Blanche, ils invitaient tous les grands constructeurs, mais Tesla avait pas voix au chapitre. Et il se met comme ça dans cette position d'outsider. Je pense qu'il se retrouve aussi en partie là-dessus. C'est-à-dire qu'ils se sentent une espèce d'affinité naturelle parce que tous les deux se vivent comme ça, comme en guerre permanente contre le reste du monde. Et que ça permet de mettre en scène cet affrontement culturel, civilisationnel, vis-à-vis d'une partie de la population aux États-Unis dans une société très très polarisée. Je suis en train de lire le chat, quelqu'un qui dit mais en gros il s'adresse à ceux qui sont inquiets pour leur vieux monde qui les privilégie.
Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Oui, mais pas que, parce qu'il y a dedans, évidemment, on retrouve des gens qui n'ont pas envie que de perdre leurs avantages assez nombreux. C'est-à-dire que notamment tous les autres milliardaires de la Silicon Valley qui tout à coup ont un peu sont montés à bord du train Trump aussi. On voit qu'il y a un intérêt, un intérêt de classe quelque part. Mais quand je dis tous les gens qui se sentent en insécurité culturelle aux États-Unis, qui vivent un sentiment de déclassement, etc., c'est aussi beaucoup de gens dans des États ou des comtés ruraux, qui seraient l'équivalent chez nous de régions, de départements, où il y a de moins en moins de services publics, il y a de moins en moins de travail. Je voyais les sondages qui étaient faits sur les motivations du vote, et on voyait de manière très claire qu'il y avait une corrélation entre le vote pour Trump et le sentiment de... Enfin, et en gros, et l'inflation, quoi. C'est-à-dire le coût de la vie qui a augmenté, etc. Et donc, je pense que ça vient réactiver un... Alors, c'est presque the oldest trick in the book, comme on dit aux États-Unis. C'est cette idée que par la méritocratie, tout le monde peut s'élever, tout le monde peut faire sa fortune, tout le monde peut devenir quelqu'un. Et Trump joue beaucoup là-dessus. Et on revient d'ailleurs sur le truc de la loterie. C'est tout à coup... la bonne fée du destin va se pencher sur votre berceau et vous allez pouvoir devenir quelqu'un d'autre. Il y a cette idée de parler à ceux à qui, et ça pour le coup c'est une réalité, le Parti démocrate ne parle plus du tout. L'abandon des classes populaires par le Parti démocrate, alors là on s'éloigne un peu de notre sujet, mais c'est un peu le cœur du sujet de l'élection. Ça fait plusieurs élections que ce constat-là a été dressé. Il y a je pense notamment aux 2 très bons ouvrages de Thomas Frank qui décrivent très bien ça, où il y avait d'abord pourquoi les pauvres votent à droite, et puis ensuite il a fait pourquoi les riches votent à gauche, et où il y a eu une espèce de fracture, où il y a ce qui sont présentés comme les élites libérales d'un côté, très déconnectées des préoccupations de l'Américain moyen qui lui s'intéresse surtout du montant de ses courses et de ce qu'il a à manger dans son frigo. Et le national-populisme de Musk et de Trump vient aussi s'adresser à ces gens-là. Je vois pas mal de questions dans le chat sur ce que pourrait faire Musk s'il était au gouvernement. C'est maintenant de ça dont on va parler. Je vous propose de scroller un peu le compte Twitter d'Elon Musk. Ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais quand même, ça me semble important. On commence par cette image. Donc... où on voit donc Donald Trump au milieu, j'arrive pas à voir qui c'est. C'est Dana White, c'est le patron de l'UFC, qui organise les combats de MMA. Alors, bon, là, on est dans l'espèce de... Ça, c'est la bouffonisation assez classique de la vie américaine. On a un peu l'impression que c'est le cirque Pinder, mais voilà, ça fait partie du folklore. Et donc, à droite, Elon Musk. Et ce qui est surtout intéressant dans cette photo, c'est cette citation, ce commentaire « CEO, MEO, CTO of the USA ». Donc, CEO, on va dire le directeur général, CMO, le directeur plutôt marketing, et CTO, le directeur technique, on peut traduire ça comme ça. Donc c'est une vision extrêmement entrepreneuriale. En fait, les États-Unis sont une entreprise qu'il faut redresser pour mieux diriger. Oui, alors en plus, ça a été posté par un compte, alors qu'il y a un compte, ça a l'air un truc accélérationniste. Donc on est dans l'espèce de mélasse idéologique, où on a toutes ces idéologies radicales qui fascinent beaucoup tous ces entrepreneurs de la Silicon Valley, dont Musk, et donc, qui sont aussi des usines à produire des mèmes qui ensuite exaltent toujours pareil le virilisme, le génie, ou ridiculisent le camp en face, ce qui est aussi un registre très important de cette communication-là. Et effectivement, la terminologie, donc tweet retweeté par Musk, et la terminologie utilisée est très symptomatique parce que, en fait, ces idéologies marginales, donc que ce soit les accélérationnistes qui visent en gros à mettre l'économie américaine dans le mur en se disant que de manière très schumpeterienne, il en restera toujours quelque chose et que le phénix se relèvera plus fort et renaîtra de ses cendres, mais on pourrait citer d'autres mouvements. Il y a les long-termistes, les transhumanistes, les extropianistes, les cosmistes, enfin voilà, il y a plein de chapelles différentes, mais qui partagent tous un point commun finalement, c'est que pour eux, le mode d'organisation de la vie politique aux États-Unis ne devrait plus être la démocratie parlementaire, bureaucratique, calcifiée, pétrifiée, qui ne fait rien, qui œuvre même contre les intérêts de la population américaine. C'est ça qu'ils disent, c'est vous ne respectez plus the will of the people, donc vous êtes contre le peuple en fait. Il y a cette idée-là, ce qui est un vieux trope
populiste et populiste dans le mauvais sens du terme, et que donc face à ça, il faudrait opposer une forme de rationalité scientifique. C'est-à-dire qu'on va tout gouverner avec des métriques. Et tout est quantifiable, tout est... Enfin d'ailleurs, se souvenir, quand Musk a racheté Twitter et quand il est arrivé, il demandait quand même aux salariés d'imprimer les lignes de code qu'ils avaient produites pour évaluer leur travail. S'il y a des programmeurs informatiques parmi nous, ils pourront peut-être nous dire que c'est un mode d'évaluation absolument crétin, mais ça trahissait quand même le mode de fonctionnement de Musk sur son évaluation de l'utilité au sein de sa société. Et en fait, c'est un mode de raisonnement qui, dans ce système de pensée, est appliqué à la société tout entière. C'est montrez-moi que vous êtes un individu productif. Et c'est pas un hasard si Trump a promis à Musk ce poste de préposé aux coupes budgétaires pour aller tailler dans les dépenses de l'État fédéral, rationaliser l'action de... Oui, il lui avait promis il y a quelques semaines, il me semble, qu'il allait mener une commission pour réformer en profondeur le gouvernement et la façon dont il est financé. J'ai noté, c'est le Department of Government Efficiency. Voilà, donc ce qui fait Doge, et alors Doge en plus, ça évoque tout un truc dans l'univers mémifié, on va dire comme ça, de Musk, où c'était notamment la crypto-monnaie un peu faussement bidon qu'il avait montée, qui s'appelle le Dogecoin, avec un chien. Enfin bon, tout cet univers un peu loufoque qu'on retrouve chez Musk et qu'on retrouvait dans cet intitulé, ce qui peut pousser à pas le prendre complètement au sérieux, mais en même temps, voilà. Et la fonction de ce donc Trump serait le CEO of America, ce serait le qui gère le directeur général, qui gère les États-Unis comme on gérerait une entreprise, mais parce qu'en fait ces gens-là, c'est une pensée qui est une pensée sécessionniste, c'est-à-dire que l'idée c'est de s'affranchir du mode de gouvernance traditionnel, de s'affranchir de l'état de droit, de s'affranchir des contingences, des checks and balances aux États-Unis, enfin toutes ces lourdeurs bureaucratiques, administratives, l'État profond, etc., qui empêchent ces gens-là de faire les choses comme ils voudraient les faire en renversant la table. Et donc, il faudrait recréer une entité qui soit les États-Unis SARL, quoi. Alors, enfin, on est plus les États-Unis USA Inc. plutôt que SARL, ça fait Corporation, la grosse corporation. Et là-dedans, quand on voit donc Musk qui serait le CTO, donc le responsable de l'architecture technique de cette société-là, mais je suis sûr que c'est une terminologie. D'ailleurs, pour ça qu'il a retweeté le message, qui lui parle, qui résonne beaucoup dans ce système de pensée, parce que pour ces gens-là, il faut piétiner la démocratie, finalement, n'ayons pas peur des mots, pour imposer ce mode de gouvernement qui serait le seul à même de rendre aux États-Unis leur grandeur perdue, parce qu'ils sont guettés par une forme de décadence civilisationnelle. Mais quand tu parlais de sécession, de danger pour la démocratie, c'est quand même aussi une forme de fascisme, de vouloir mettre en cause l'état de droit, de s'affranchir de toutes les lourdeurs bureaucratiques, pardon. C'est quand même une forme de fascisme, disons les termes. Ce terme est assez crucial parce que pendant des années, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de pudeur aussi sur est-ce que cette terminologie de fasciste s'applique à Donald Trump. Là, on a vu ces dernières semaines que c'est un mot qu'on a entendu dans la bouche d'un général qui a été son directeur de cabinet. Du coup, ça a été repris par John Kelly, ça a été repris par la campagne de Kamala Harris. Et moi, récemment, dans une discussion, j'étais dans une université en Belgique et on me disait qu'est-ce que Trump a fait de fasciste lorsqu'il était au pouvoir. Alors moi, il se trouve que l'exemple le plus fasciste qui me vienne à l'esprit, ce qui se rapproche le plus vraiment d'un répertoire d'action fasciste, c'est quand même qu'il a levé sa petite armée pour aller envahir le Capitole le 6 janvier 2021 pour contester le résultat d'une élection démocratique qu'il avait perdue. Si ça, c'est pas un peu de si ça, c'est pas une preuve assez indubitable d'un répertoire d'action fasciste, je sais pas ce qu'il nous faut. Donc là, évidemment, on est en train de mettre un gros point d'interrogation pour savoir ce qui pourrait se passer, sachant qu'en plus, il a fait toute sa campagne sur la vengeance, je serai votre bras armé pour réparer cette injustice de l'élection qu'on nous a volée en 2020. Mais il est encore là-dessus, il n'a toujours pas reconnu sa défaite en 2020.
Et donc ça a fait monter cette petite musique-là qui nous laisse entrevoir un horizon assez sombre. Hein. Il y a eu beaucoup de menaces, énormément de violences verbales dans cette campagne à des niveaux rarement atteints. Enfin, l'un des derniers meetings qu'il fait au Madison Square Garden, c'est sidérant. Il y a des appels à la décapitation d'opposants politiques. Alors toujours avec ce truc très... le cirque, c'est très clownesque, c'est tellement hyperbolique et ridicule que c'est difficile de le prendre au sérieux, mais toute cette violence est quand même bien réelle et on voit d'ailleurs qu'elle se retrouve. Hein, ça crée une violence dans le monde tout à fait réel. Là, on parle beaucoup de Trump et de Musk, mais il y a quand même tout un petit univers de personnes autour d'eux. On a parlé un peu de Peter Thiel, on pourrait parler de J.D. Vance, qui est le colistier de Trump, et qui, pour ces gens-là, Thiel est quand même quelqu'un qui, depuis 15 ans ou 20 ans, explique que la démocratie est un modèle à dépasser et que, en gros, liberté et démocratie ne sont pas compatibles. Ce qui est une affirmation assez forte et assez claire. Et J.D. Vance, avant qu'il soit élu gouverneur de l'Ohio, intervenait dans des conférences républicaines, etc., ou très conservatrices, en expliquant que ce qu'il fallait faire, c'était le coup d'État institutionnel, virer les employés fédéraux pour mettre, je cite, des gens à nous, et débaassifier les institutions, donc débaassifier comme on a débaassifié l'Irak sous Saddam Hussein. C'est une terminologie de dictateur. C'est vraiment ni plus ni moins. Et d'ailleurs, l'icône européenne de ces gens-là, c'est Viktor Orban. Donc on peut légitimement se dire, il y a quand même eu un projet qui s'appelle le projet 2025, dont on a beaucoup parlé, projet de 900 pages sur ce qu'il faudrait faire en cas de victoire de Trump. Alors Trump a pris ses distances un peu avec ce projet-là pendant la campagne, parce qu'il sentait bien que ça allait peut-être un peu loin, mais il l'a surtout fait pour des raisons tactiques, si j'ose dire. Ce projet 2025, c'est à la fois un petit vadémécum pour conquérir le pouvoir, et surtout pour ne pas le rendre une fois qu'on l'a pris. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils admirent Viktor Orban, parce que Viktor Orban, c'est l'histoire de quelqu'un qui a pris le pouvoir et ne l'a pas rendu, et a modifié ensuite, le remodeler la constitution, les institutions, la vie politique, etc., pour s'assurer de la perpétuation aussi longtemps que possible de son pouvoir, parce que là aussi, il ne faut pas être entravé par une opposition, par le progressisme, par toutes ces forces qui nous empêchent d'aller de l'avant, nous empêchent de réaliser l'avènement d'une humanité supérieure, parce que c'est souvent présenté comme ça, d'une humanité supérieure par le biais des génies et de la technologie. Parce que c'est ça, hein, le fond du discours, c'est qu'on n'est pas très loin parfois d'un registre quasiment ethno-nationaliste. Avant de passer à la dernière question, est-ce que c'est le début d'une carrière politique pour Elon Musk ? Est-ce qu'il se voit donc chargé de cette fameuse commission dont on a parlé ? Est-ce qu'il se voit ministre responsable de quelque chose ? Est-ce que c'est le début d'une carrière politique pour Elon Musk, ou est-ce que faut même pas y penser ? Alors, ce qui est sûr, c'est que, comme je le disais, il a déjà annoncé son intention de continuer à financer la vie politique américaine. Donc, le fait d'avoir Elon Musk comme un acteur central de la vie politique américaine, ne serait-ce que parce qu'il met beaucoup d'argent, ça, a priori, c'est parti pour être quand même un invariant des années qui viennent. Est-ce qu'il va vraiment être nommé à ce poste de directeur pour gérer les dépenses de l'État fédéral, ou peut-être qu'il en aura marre au bout de 3 jours et qu'il va déléguer ça à quelqu'un parce qu'il va se rendre compte que la gestion au quotidien et les lourdeurs de la bureaucratie. D'ailleurs, il y a des gens dans ces milieux de la nouvelle droite américaine qui sont assez inquiets de ça parce qu'ils ont peur que Musk soit dévoré tout cru par la bureaucratie washingtonienne qui va faire son œuvre. Donc tous ces trucs de commission, etc., il le voit d'un œil assez suspect, parce que ce serait l'inverse justement de l'action un peu plus martiale qu'il faudrait porter. Donc j'attends quand même de voir les responsabilités réelles qu'il pourrait prendre. J'ai du mal à l'imaginer dans un cabinet. Enfin, Elon Musk va pas être chief of staff de Donald Trump, sachant qu'en plus il est plus utile à l'administration Trump là où il est. Il risque aussi quand même à un moment d'y avoir, et c'était déjà le cas, un vrai sujet géopolitique, mais ça va l'être encore plus sous une administration Trump, un vrai sujet géopolitique avec Musk, hein, parce qu'entre le fait que, je sais pas, la Chine est le deuxième marché de Tesla,
le fait qu'avec Starlink, on a vu que ce soit avec l'Ukraine, que ce soit avec Gaza, que ce soit avec Taïwan, enfin tous les endroits où ça chauffe sur Terre, il y a un sujet Starlink. Et ça fait des mois et des mois que... Juste, je te coupe, on rappelle, c'est le réseau de satellite. Ce réseau satellitaire... Qui a été utilisé notamment en Ukraine, portable, au début en tout cas. Ouais, déployé par Musk, une constellation de satellites. Du coup, j'ai perdu le fil de ma... Excuse-moi. Non, t'inquiète pas, c'était utile de le rappeler. Mais oui, ça fait des mois qu'il y a des gens dans l'administration qui estiment que le cas Elon Musk est un problème de sécurité nationale. Enfin, en tout cas, ça pose ces questions-là. Donc, ce qu'on peut déjà se dire, c'est qu'il sera a priori pas candidat pour être président des États-Unis, parce que n'étant pas né sur le sol américain, il n'est pas éligible. C'est peut-être le seul truc qu'on peut se dire pour se rassurer à ce stade, même si c'est des choses qui sont peut-être susceptibles de changer un jour. Mais là, je vois, t'as mis on voit ce photomontage où on le voit avec un évier dans le bureau ovale, qui fait écho à une photo qu'il avait postée quand il était arrivé chez Twitter après le rachat, où il était arrivé avec un évier. Je sais pas si c'est le même évier, mais en tout cas, il a remis un évier. Alors en plus, avec cette expression, parce que let that sink in, donc là, si on le prend très littéralement, donc c'est laisser entrer cet évier, ouais. Mais ça veut aussi dire let that sink in, c'est quand on dit quelque chose et qu'on laisse infuser, c'est-à-dire voilà, je vais asséner une vérité fondamentale et je vais dire let that sink in, c'est réfléchissez-y. On retrouve là aussi, à la fois, ça m'inspire deux choses. La première, c'est que Musk, alors déjà, il se voit à la Maison-Blanche quand on voit ça, ou en tout cas très près de la Maison-Blanche, qui voit son arrivée dans ce monde-là, exactement comme il voit son arrivée chez Twitter. C'est pas différent, le monde de l'entreprise, le monde politique, c'est la même chose, on fait les mêmes blagues, c'est la même légèreté quelque part. Voilà, il a le même sourire un peu de ravi de la crèche. Je pense d'ailleurs que c'est détouré de la photo. Je pense que c'est la même photo. Voilà. Il s'est pas embêté à poser sur un fond vert avec un nouvel évier et un nouveau t-shirt. Autre chose à faire. Ouf, quoique. Ouais. Et on retrouve aussi ce côté même pour être... D'ailleurs, là aussi, on a vu ces derniers jours, il était à dire le prochain mandat de Trump, ce sera le plus fun de l'histoire des États. Enfin, une terminologie qui, du point de vue de gens inquiets que nous sommes, correspond pas tellement. Il y a un côté éclaté de rire en regardant le monde cramer, un truc assez inquiétant de cet ordre-là, un peu de méchant de superproduction hollywoodienne. Mais c'est tous ces petits signaux qui nous poussent en tout cas à garder un œil très attentif sur l'attitude qu'il aura dans les semaines et les mois à venir. On a beaucoup vu Elon Musk avec une casquette Dark MAGA, donc MAGA, Make America Great Again, le fameux slogan de campagne de Donald Trump, mais Dark MAGA ou Gothic MAGA, j'ai vu aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, ce Dark MAGA? À quoi ça renvoie? Alors, c'est vrai qu'il joue beaucoup là-dessus. Il l'a répété 2 fois dans les meetings de Trump. Il en a fait un élément. Donc, c'est la même casquette, mais en noir avec les caractères noirs. Et sauf que là aussi, on revient dans le registre du dog whistling, c'est-à-dire que cette nouvelle droite américaine dont je parlais, qu'on retrouve aussi dans un mouvement contingent qui s'appelle le mouvement des lumières sombres. Donc les lumières sombres en anglais c'est Dark Enlightenment, et ce mouvement des lumières sombres qui vise à l'établissement d'une monarchie de start-upers. Donc on retrouve ce truc de CEO of America où en gros il faudrait une monarchie technologique, quoi, pour la faire un peu courte. Et donc quand il dit je suis Dark MAGA, moi je l'entends vraiment comme un appel du pied à toute cette petite communauté qui est assez proche aussi de J.D. Vance, qui est pas l'univers de Trump. Trump, c'est pas du tout sa génération. C'est des gens qui, je pense, ont plutôt cherché à l'éliminer du jeu, puis se sont rendus compte que finalement c'était plutôt à lui qu'il fallait se greffer, et qui sont les gens qui ont œuvré à faire de J.D. Vance le colistier de Trump, ce qui allait pas du tout de soi, parce que J.D. Vance avait eu des mots très très durs. Il avait quand même traité Trump de Hitler américain, alors, ce qui rétrospectivement était peut-être un compliment, je ne sais pas. Mais il avait dit toute cette détestation du bonhomme, et puis finalement c'est cette alliance de la carpe et du lapin a fini par fonctionner. Peut-être dernière question, dernier truc que je voulais montrer. Ce tweet très court mais lourd de sens. You are the media now. Vous êtes le média maintenant. Alors, ça peut faire penser à plusieurs choses. Est-ce que Musk a la ferveur conviction qu'en fait,
son poids médiatique est tel qu'il dépasse les médias traditionnels, les legacy médias, c'est comme ça qu'ils les appellent. Qu'est-ce que ça dit de la défiance envers ces legacy médias? D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire legacy médias dans la bouche d'Elon Musk? Alors, les legacy médias, c'est une terminologie qu'il utilise depuis qu'il a racheté Twitter, en fait. C'est-à-dire que depuis que Twitter est devenu X, et il met face à face les legacy médias. Donc legacy, c'est le legs, c'est l'héritage. Donc on voit, c'est les médias d'avant. Les vieux médias qui sont en train de mourir. Les vieux médias dinosaures qui vont bientôt être frappés par la météorite qui mettra fin à leur règne, auquel il oppose le citizen journalism, donc le journalisme des utilisateurs. Alors bon, on pourrait se dire sur le papier, tout ça n'est pas très nouveau, hein, on a connu quand même les blogueurs, etc. Donc le culte de l'amateur, entre guillemets, date vraiment pas de Musk. La défiance envers les médias traditionnels ne date pas de Musk non plus, hein. Trump a fait ses 2 campagnes sur une défiance très très affirmée vis-à-vis des médias, mais là on sent bien qu'avec Musk et avec la stratégie qui a été la stratégie de X pendant cette campagne, c'est-à-dire vraiment d'être l'échangeur central dans la diffusion Musk dirait de l'information, nous on dirait peut-être de la désinformation, mais dans la bataille des perceptions, on va dire, de se positionner comme l'acteur majeur et du coup de venir contester ce qu'il estime être une hégémonie, parce que quand il parle des médias, quand il parle des legacy médias, il parle de l'hégémonie culturelle de ces médias-là. C'est exactement la même grille de lecture que quand on a Trump et ses partisans qui nous disent que le Pentagone est un repère de marxistes wokistes dégénérés. C'est un peu la même chose, et on le retrouve d'ailleurs beaucoup chez ses partisans. Je voyais le tweet de félicitations de Jeff Bezos, patron d'Amazon et propriétaire du Washington Post, qui s'est pas fait que des amis juste avant le scrutin en décidant pour la première fois de ne pas soutenir, enfin que le Washington Post ne soutiendrait pas de candidat en particulier. Donc là, il félicitait Donald Trump pour sa victoire, et je voyais dans les réponses, ce qui ressemblait beaucoup à des partisans de Trump et des partisans de Musk, des gens qui disaient « Eh ben maintenant, Jeff, va au bout du raisonnement, make Washington Post great again ». Et donc l'idée, c'était qu'il fallait purger le système de ces éléments séditieux. Et donc là aussi, on retrouve alors peut-être la déclinaison médiatique de ce fameux coup d'État institutionnel dont rêvent certains dans l'entourage de ces gens dont on parle depuis tout à l'heure, qui est de retourner en fait ce qu'ils estiment être des institutions du progressisme contre le progressisme, et donc de mettre la main dessus, de virer tous les gens qui sont à l'intérieur et de mettre des gens à eux, parce que encore une fois, c'est la logique très gramscienne de la bataille culturelle, mais portée à une magnitude et à un niveau qu'on n'avait peut-être jamais vu jusqu'ici. Merci beaucoup, Olivier. On va s'arrêter là. Merci à toi. Il est 19h01. Je le rappelle, tu es journaliste à Télérama, spécialiste réseaux sociaux, extrême droite, États-Unis. On peut résumer ça comme ça? Alors, ça fait partie de mes centres d'intérêt. Moi, tu as écrit un dossier, j'ai noté le nom du dossier, les milliardaires de la tech vont-ils tuer la démocratie? Ouais, on avait fait un dossier de couve où on avait... Alors, c'est pour la petite histoire, on a cette couve où on a Musk et Trump qui vont s'embrasser, qui était un peu une référence. On avait en tête la fameuse photo entre Brejnev et Honecker qui a sur le mur de Berlin d'ailleurs. Voilà, donc là on la voit, et cette photo a connu quasiment sa matérialisation quasi littérale quelques jours plus tard, quand Musk est intervenu à Butler, là où Trump avait été victime de cette tentative d'assassinat au mois de juillet. Ils se sont rapidement pris dans les bras, et ensuite Musk a pris la parole, et ça a amorcé la dernière phase de son soutien, la plus visible et la plus spectaculaire à Trump.